Donc on est reparti dans notre saga autour de l'intelligence artificielle et la causalité. Épisode 3, les forêts aléatoires contre-attaque. Donc là, on va peut-être perdre un petit peu plus le lien avec la causalité sur cet épisode et on le retrouvera sur l'épisode 4. L'idée pour nous, c'était de faire une focale sur une méthode d'intelligence artificielle que sont les forêts aléatoires. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien cette méthode, vous montrer un petit peu, soulever un peu le capot et ce qui se cache derrière, et puis notamment avoir un témoignage d'une utilisation et des questions qui peuvent se poser en utilisant ce type de méthodologie. Donc, cet épisode, il est en 4 parties. Je me tente, et alors avec toute modestie, parce que je ne suis loin d'être une spécialiste de l'intelligence artificielle, j'ai tenté une petite introduction aux méthodes d'IA, mais vous verrez, je me suis fait aider d'intervenants externes. Ensuite, on aura une présentation des forêts aléatoires, un exemple de mise en œuvre et une série de conclusions sur ce qu'on peut tirer de ce type de méthode d'analyse. Donc, je démarre cette introduction. Alors voilà, petite et modeste d'intelligence artificielle. Un document qui a été publié par la chaire agrotique qui m'a beaucoup été utile lors de cette présentation, qui s'appelle Deep Learning et Agriculture. Alors, Deep Learning, c'est un sous-ensemble de méthodes d'intelligence artificielle, mais dans ce petit fascicule, qui n'est pas si petit que ça, qui doit faire une cinquantaine de pages, on retrouve un certain nombre de présentations, de définitions de ce qu'est l'intelligence artificielle, les différents domaines de l'intelligence artificielle, etc. Donc, je ne peux que vous conseiller de télécharger ce document sur le site de la chaire agrotique. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça nous semblait intéressant quand même avec les collègues de réintroduire ce que c'est que l'intelligence artificielle d'un point de vue un petit peu général. Donc, pour ceux qui connaissent, effectivement, vous n'allez rien apprendre du tout. Puis peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins, ça vous permettra un peu de cerner ce qui se cache derrière intelligence artificielle. Donc, comme on est après manger, on s'est dit qu'on allait changer un peu les formats. Et puis, vous allez voir. Donc, on va démarrer avec une vidéo, et puis le topo est ponctué de différentes vidéos. Je trouve, je cherche, je trouve. C'est quoi l'intelligence artificielle? Salut, alors moi je me suis penché sur cette histoire d'intelligence artificielle. C'est passionnant, hein. J'ai enquêté, j'ai parlé avec des spécialistes, des chercheuses, des chercheurs, j'ai lu des articles, j'ai assisté à des conférences, j'ai creusé, j'ai pioché, je suis allé jusque dans la tombe du pharaon. En bref, je suis allé au bout du bout. Attention, c'est du sérieux. D'ailleurs, on a pensé à vous, puisqu'on vous a mis toutes les sources. Comme ça, vous pourrez les vérifier par vous-même et surtout, creuser les sujets qui vous intéressent. D'accord? Alors c'est parti, allons-y. Histoire d'algorithmes. Les algorithmes sont partout autour de nous. Recommandation de contenu sur Facebook. Algorithme. Localisation GPS qui m'informe des embouteillages. Algorithme. Reconnaissance des visages. Algorithme. Bien. Oui, mais les algorithmes, c'est quoi en fait? Alors commençons par le commencement, l'informatique. L'informatique a pour objet le traitement de l'information de manière automatique, d'où son nom. Elle s'appuie sur des machines capables de traiter des données grâce à des Algorithmes. Bien Théo. 2 petites minutes, je mets en pause, parce qu'a priori, hop, je coupe ma vidéo pour que ça passe mieux. Il semblerait que ça ne soit pas extraordinaire la qualité. Voilà, je relance. Oh, c'est bien ça, tu suis, ça fait plaisir. Maintenant, les algorithmes, arrêtez-moi si je me trompe, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. C'est une série d'instructions à suivre dans un certain ordre pour effectuer une tâche de manière automatique. Qui dit de manière automatique, dit sans avoir besoin de comprendre ou de réfléchir. Et c'est parfait pour une machine. Une fois qu'on a cette liste d'instructions, on la traduit en langage compréhensible par un ordinateur et on obtient un programme informatique. Les ordinateurs exécutent parfaitement et très rapidement tout programme qui décrit un algorithme. Et c'est très puissant. D'ailleurs, dans les années 50, les chercheurs se sont mis à rêver. Ils ont imaginé des algorithmes qui rendraient les ordinateurs aussi intelligents que l'humain. Comme l'explique Nicolas Rougier, chercheur INRIA, il y a eu de belles avancées jusqu'à la fin des années 70, puis on a déchanté. Les résultats promis n'arrivaient pas. Les fonds pour la recherche ont cessé d'affluer et on a connu un premier hiver de l'IA.
10 ans plus tard, on connaît un sursaut avec les systèmes experts qui tentent de reproduire le raisonnement d'un spécialiste comme un médecin. Mais il fallait entrer les connaissances des hommes dans les machines, alors que ce qu'on voulait, c'était que les machines apprennent toutes seules. Un deuxième usage de l'IA se produit. À la fin des années 90, coup de tonnerre. Deep Blue, le superordinateur d'IBM, bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Et en 2016, nouveau coup de tonnerre, un algorithme de Google bat un des meilleurs joueurs du monde de Go, alors que l'on n'imaginait pas ça possible avant plusieurs années. En fait, l'histoire de l'intelligence artificielle est une alternance de progrès très médiatique, mais aussi de grosses déceptions. Là, nous sommes de nouveau en face de boue. Hop là. Donc, voilà, donc je reprends, excusez-nous, c'est pas hyper fluide. Voilà, donc je coupe ici, on verra la fin de la présentation de cette petite vidéo à la fin, juste pour voilà, rebalayer un petit peu et résumer un peu ce qui vient d'être dit. Hein. Donc effectivement, les méthodes d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'usages qui se sont démocratisés ces dernières années, mais finalement, c'est des méthodes qui sont apparues il y a quand même une paire d'années, puis ça fait presque 70 ans qu'on en parle, avec des alternatives effectivement de succès et d'échecs. Et ce qui aujourd'hui fait que ça revient sur le devant de la scène, on le verra, c'est toutes les méthodes d'apprentissage machine notamment, sur lesquelles les chercheurs misent beaucoup d'espoir. Donc, on reprend la définition, hein, définition d'intelligence artificielle, on peut la définir comme un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir de manière automatique, donc il y a vraiment cette idée d'automatiser des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Donc en fait, on vise à reproduire, imiter, simuler l'intelligence humaine. Vous voyez, ici je vous ai mis un exemple. Une des applications, c'est effectivement la reconnaissance des émotions. Donc vous avez ici la probabilité associée à chaque type d'émotion. Néanmoins, ici on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette réaction et cette émotion dans le visage de Donald Trump. On cherche juste à savoir, à reconnaître ce qu'il a, dans quel état d'esprit il est. Voilà. Donc les différents courants, vous ont été présentés un peu dans la vidéo. Je les reprends très brièvement. Donc il y a ces fameux systèmes experts qui sont basés sur la capacité à reproduire un raisonnement logique. Donc la machine, elle sert à mettre en œuvre un certain nombre de règles logiques qui sont décrites par les experts et qui ont été mis de côté parce qu'effectivement, ça nécessitait que l'expert il note tout son process, toute son expertise d'un point de vue logique dans le système. Donc je ne sais pas, après, si je ne vais pas me lancer dans des analogies, mais les DAG peut-être sont quelque part une forme de système expert, et François, tu m'arrêteras si tu n'es pas d'accord avec moi. Mais on est un petit peu dans cette idée. Et puis, donc, ce que j'évoquais, hein, des méthodes peut-être plus récentes qui, grâce aux puissances des machines, aujourd'hui sont devenues extrêmement puissantes, c'est tout ce qui est méthode d'apprentissage qui s'inspire du fonctionnement du cerveau, de sa manière de modéliser et de s'adapter à l'environnement. Donc, on est plus dans l'expérience. En fait, la machine, elle acquiert elle-même sa propre expérience et vous verrez des vidéos qui expliquent beaucoup mieux que moi ce que ça veut dire. Et à l'intérieur, dans les méthodes d'apprentissage, on distingue deux grands types. Il y a le machine learning, donc vous entendez assez souvent parler, donc apprentissage machine. Donc on donne la capacité d'apprendre à la machine par elle-même, quelle que soit la situation, sans que l'on ait formellement à écrire toutes les règles, comme on peut le voir dans les systèmes experts. Donc les forêts aléatoires sont une méthode de machine learning, on le verra. Et puis là, je le précise parce que c'est pareil, ça fait partie des méthodes dont aujourd'hui on entend beaucoup dont on entend beaucoup parler et qui révolutionne vraiment le domaine de l'IA, c'est tout ce qui est deep learning, donc l'apprentissage profond qui est basé sur les réseaux de neurones. Et donc on dit profond parce qu'en fonction du nombre de couches de neurones, aujourd'hui, justement, grâce aux puissances de calcul, on peut avoir beaucoup de couches de neurones, et ce qui explique qu'on a des réseaux qui sont de plus en plus profonds. Voilà, et c'est très utile, notamment pour le traitement d'images. On ne va pas aborder du tout ces aspects-là, mais sachez que dans les petites vidéos là qu'on vous présente, il y en a une sur le deep learning, pour ceux qui veulent creuser, qui est très intéressante et qui explique très bien le fonctionnement des réseaux de neurones. Voilà. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin dans les différents types d'apprentissage, pareil, je vous remets une petite vidéo qui reprend, bon voilà, il va y avoir des redites sur les définitions d'intelligence artificielle, mais qui rentre un petit peu plus dans les détails de ce qu'est l'apprentissage. Machine. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est?
Désolée, je pense à couper ma caméra avant de vous remettre le film. L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines informatisées d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes algorithmiques ou de logique. Le nouvel essor de l'intelligence artificielle est dû aux nouvelles capacités d'apprentissage des machines. Il y a encore quelques années, les ingénieurs devaient entièrement programmer à la main les algorithmes. Les machines étaient alors limitées à ce qu'on leur avait codé. Aujourd'hui, face à des machines de plus en plus performantes et à la masse de données accessibles, le big data, il n'y a plus de limites. On sait que la machine apprend et elle le fait de deux façons, supervisée et non supervisée. Prenons cet exemple concret. Nous voulons que cette machine reconnaisse une lampe. Avec un apprentissage supervisé, nous allons montrer à l'ordinateur plusieurs images de lampes, ainsi que des images où il n'y a pas de lampe. À partir de ces exemples, il va pouvoir sur de nouvelles images reconnaître une lampe. Dans un apprentissage non supervisé, l'humain n'intervient pas. L'algorithme va de lui-même différencier et classifier les images en cherchant leur corrélation. Il trouvera les caractéristiques d'une lampe. Ainsi, il classera les éléments avec un pied, un abat-jour, une ampoule, jusqu'à former des groupes homogènes comme des lampes, des chiens, des visages. La machine apprend toute seule. Le but de l'apprentissage machine est d'entraîner des algorithmes à prédire d'après une base d'informations. Anticiper sera alors tout l'enjeu de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, les programmes d'intelligence artificielle apprennent des données contenues dans les systèmes d'information. Ils en déduisent les schémas récurrents et les comparent à des bases de données plus vastes. Ils pourront prendre des décisions et avertiront en cas d'anomalie. L'intelligence artificielle est en mesure d'optimiser une chaîne de production sur mesure. Par exemple, elle adapte et synchronise les machines selon le besoin. Voilà, donc effectivement, quand on regarde ce type de vidéo, nous, ça nous questionne toujours avec les collègues parce qu'on a l'impression que l'intelligence artificielle peut tout faire. Pourtant, si on écoute un peu dans le détail la présentation, on a entendu le mot corrélation, on n'a pas du tout entendu le mot causalité. Par contre, en fin de présentation, c'est vrai qu'on évoque le fait que les machines peuvent prendre des décisions. Donc ça, effectivement, tout de suite, ça nous alerte. Et on se dit, bah, est-ce que la machine, elle est capable d'aller si loin que ça, de faire de la causalité? Et c'est vrai que tous les exemples souvent qui sont pris, c'est dans l'industrie, dans le marketing. Et donc, se pose la question pour nous, dans le milieu biologique, enfin, nous qui étudions les processus biologiques, est-ce que vraiment ces méthodes peuvent nous être utiles au-delà du fait qu'elles sont des très bonnes capacités prédictives, est-ce qu'elles peuvent nous être utiles pour acquérir de la connaissance? Et donc, ça soulève quand même des questions. Alors, on va revenir à des questions philosophiques, un peu comme ce matin, mais d'un autre registre, quoi. Est-ce que ces méthodes, demain, elles vont remplacer les experts, les hommes? Et là, j'ai repris une excellente présentation qu'avait fait Antoine Cornuet-Jolle au Cultural en 2019 sur justement l'intelligence artificielle et qui signalait que non, évidemment, c'est pas la fin des experts. Et ça pour plusieurs raisons. Parce que déjà, les machines, elles ont besoin des hommes, vous l'avez vu. Alors peut-être évidemment dans l'apprentissage non supervisé, là, on pourrait se poser des questions, effectivement. Mais dans l'apprentissage supervisé, qui sont aujourd'hui les méthodes, la majorité des méthodes, on est quand même dans l'apprentissage supervisé, et où, dans ces cas-là, l'homme doit montrer à la machine ce qu'il doit voir. Donc effectivement, l'homme reste quand même important, l'humain, l'expert reste important quand même dans ces processus. Voilà, les machines, elles sont bonnes pour la perception visuelle, sonore, les signaux satellitaires, voilà, c'était quelques exemples. Les décisions de bas niveau et combiner des informations incertaines, par contre, elles ne sont pas bonnes pour apprendre à partir de peu d'exemples. Il faut souvent beaucoup d'exemples pour que la machine commence à apprendre. Et puis intégrer des connaissances de niveaux qui peuvent être de niveaux différents. Et ça, on va le voir, on en revient à la question de est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'intelligence biologique? Donc, je vous propose pour ça de reprendre la vidéo tout à l'heure qui introduit cette notion-là. Alors, ça passera. Tac.
Nos ordinateurs, ils sont devenus intelligents ou pas? Ah, il faudrait clairement comprendre et définir ce qu'est l'intelligence biologique pour pouvoir définir en regard l'intelligence artificielle. Avant, être un excellent joueur d'échecs était une manifestation d'intelligence. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, puisque la machine le fait mécaniquement. En fait, la définition de l'intelligence biologique suit l'évolution de l'intelligence artificielle. Et c'est passionnant comme question. Alors je vais tenter, toute proportion gardée, de vous expliquer aujourd'hui, en 2020, ce qu'est l'intelligence biologique. Intelligence biologique. En même temps que l'intelligence artificielle sont nées les sciences cognitives, qui étudient l'intelligence humaine. Elles ont permis d'identifier les différents mécanismes qui sont à l'œuvre dans le fonctionnement de la pensée. Cette pensée qui nous permet de percevoir, de parler, de bouger, de mémoriser, de raisonner, de planifier, de faire preuve d'abstraction parfois, ou de créativité pour les meilleurs d'entre nous. Vous voyez. Ce sont nos fonctions cognitives. Pour simuler l'intelligence humaine, l'idée était de reproduire les fonctions cognitives. Pour y parvenir, les chercheurs ont privilégié deux approches qui sont un peu à l'image de notre façon d'apprendre. Soit par la transmission de connaissances, soit par tâtonnement à partir de l'observation du monde et de l'expérimentation. Les deux sont complémentaires. L'approche symbolique essaie d'imiter comment l'humain raisonne logiquement et utilise ses connaissances. Comme nous l'explique Talita Firmo-Drummond, doctorante INRIA, un certain nombre de savoirs nous sont transmis par un ensemble de connaissances, de règles, de procédures. C'est la manière privilégiée par les savoirs scolaires, comme apprendre à poser une addition, par exemple. Lorsque je pose une addition, je peux expliquer comment je m'y prends, étape par étape. Il est donc ensuite possible d'écrire un programme expliquant à la machine comment procéder, étape par étape. La machine pourra ensuite l'exécuter beaucoup plus rapidement que moi et sans étourderie. Cette approche a donné les systèmes experts, qui essayent de reproduire le raisonnement d'un spécialiste, comme un médecin ou un juriste, pour résoudre un problème. C'est cette approche-là qui a eu le vent en poupe dans les années 80. D'autres savoirs naissent de l'expérience, pour lesquels il est beaucoup plus difficile d'expliquer comment on s'y prend, comme par exemple faire du vélo ou reconnaître un chat. J'aurais beau vous expliquer comment faire du vélo. C'est en pédalant que vous saurez pédaler. Il faut que vous en fassiez l'expérience. Ça, c'est l'autre approche, l'approche numérique ou connexionniste qui, elle, tente d'imiter comment l'humain apprend par essai et erreur à partir de ses expériences. C'est cette approche-là qui est sur le devant de la scène aujourd'hui. Vous savez, l'apprentissage machine et les fameux réseaux de neurones. Ok, mais t'as toujours pas répondu à la vraie question. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence biologique? Oh, mais j'y viens. Alors, Frédéric Alexandre, qui est chercheur en neurosciences computationnelles, nous donne les éléments de réponse suivants. Être intelligent, c'est savoir répondre rapidement à une situation complexe. Être intelligent, c'est trouver la réponse satisfaisante plutôt que la réponse optimale. Être intelligent, c'est savoir trouver ce qui est important dans une information. Être intelligent, c'est savoir s'adapter si les conditions changent ou réagir à une situation imprévue. Et tout ça en utilisant une stratégie caractéristique du vivant qui mélange émotion, motivation, créativité. La force et la spécificité de l'intelligence biologique que n'a pas l'intelligence artificielle, c'est la complémentarité de ses aspects émotionnels et logiques. Ouais, du bon sens, quoi. Si tu veux, en fait, pour éviter les fantasmes véhiculés par l'intelligence générale dont on est loin, il vaudrait mieux parler d'intelligence artificielle au pluriel. Toutes les intelligences artificielles que nous croisons dans la vraie vie ne sont juste que très techniques et très spécifiques. Elles ne peuvent faire que la tâche pour laquelle elles ont été programmées ou paramétrées. Un programme qui bat le champion du monde d'échecs ne sait pas reconnaître un canard. En revanche, pour une tâche précise, elles sont ultra performantes et souvent meilleures que nous. Des labos à nos maisons. Ces dernières années, l'intelligence artificielle est de nouveau rentrée dans une phase de développement exponentiel. C'est grâce à l'augmentation des données disponibles, à la puissance de calcul des ordinateurs, mais aussi à l'optimisation des algorithmes, bien entendu. Les programmes de reconnaissance vocale ou d'image, ou de traduction dont on se moquait encore il y a quelques années, souvenez-vous, fonctionnent désormais d'une manière qui peut être bluffante, grâce à l'apprentissage automatique. L'intelligence artificielle est sortie des laboratoires. Elle infuse et impacte désormais tous les domaines de la société. De la finance à l'agriculture, en passant par la médecine ou l'éducation, jusqu'à nos maisons. Dans notre monde devenu numérique, nous fréquentons et utilisons chaque jour sans le savoir de l'intelligence artificielle dans nos objets du quotidien. Appareils photo, mécanismes de recommandation sur les réseaux sociaux, enceintes connectées. Un monde d'algorithmes.
Mais c'est bien nous, humains, qui devons décider de ce que les systèmes peuvent faire pour nous, et non l'inverse. Et comme ces technologies façonnent profondément notre société, il est fondamental de comprendre comment elles marchent. Effectivement, le mot de la fin me permet de faire la transition. Donc, ce qui nous semble intéressant, enfin voilà, on ne remet pas en cause du tout l'intérêt que peuvent avoir ces méthodes d'intelligence artificielle, bien au contraire. On pense vraiment que ça peut être intéressant de travailler avec ces méthodes-là. Mais on s'attache, nous, en tout cas dans le service, à essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on peut en faire, ce qu'on ne peut pas en faire. Et puis, pour reboucler avec notre question, voilà, en tout cas, la question qui nous a agité sur cette journée, c'est est-ce que surtout, on peut mettre en évidence de la causalité? Et là, on se rapproche un peu de ce qu'on appelle l'intelligence biologique. Si on part du principe que l'homme, avec son intelligence, est capable de mettre en évidence des liens de cause à effet, est-ce que la machine peut elle aussi arriver à ce niveau? Est-ce qu'on peut attendre ce niveau-là de la machine? Voilà. Donc, je laisse la parole à Emmanuel donc là, on va vraiment faire le focus sur une méthode. On n'est pas du tout exhaustif dans cette journée. Ce que je vous disais en introduction, on a vraiment travaillé sur une méthode que sont les forêts aléatoires, parce que c'est une méthode qui aujourd'hui est quand même assez largement utilisée, nous, en interne à Avalis, et donc ça nous semblait intéressant de creuser sur cette méthode-là en particulier. Emmanuel, je te rends le micro. Merci. Oui, donc ici, on va rentrer dans une présentation des forêts aléatoires, donc Random Forest, pour l'objet de notre t-shirt depuis le début, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien. On a choisi cette méthode-là parce qu'elle est assez utilisée en interne. Justement, dans la présentation, donc je vais essayer de vous faire une présentation des Random Forest, mais de façon assez simple, donc forcément peut-être incomplète. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Le but vraiment de ma présentation, c'est de vous faire prendre conscience de globalement comment ça marche et pourquoi, quelles sont les sorties qui sont assez intéressantes sur les Random Forest pour revenir dans un cadre explicatif. Donc, les Random Forest, donc forêt aléatoire, d'où ça vient? En fait, la paternité, elle est attribuée à Leo Breman en 2001 sur des idées qui sont des années 90. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est assez... qui a pris un peu son envol et qui a son apogée en ce moment. Donc, si on regarde les Google Trends, donc on voit qu'en fait, depuis de 2004 à aujourd'hui, on a atteint le maximum de recherche sur le terme forêt aléatoire en novembre 2019. Donc, c'est assez... les gens s'intéressent assez récemment... Ils s'intéressent beaucoup à la Random Forest ces derniers temps. Donc, avant de maintenant, là, je vais rentrer un peu dans le détail de comment fonctionne à peu près une forêt aléatoire. Donc, avant de parler de forêt, on va parler d'arbres. Donc, en fait, les forêts aléatoires partent d'arbres de décision. Donc, imaginons un exemple avec des joueurs. Ça, c'est un jeu de données sur la probabilité pour savoir si les gens jouent au tennis ou pas. Donc, on a la variable joue qui est la variable à expliquer, donc oui ou non. Et puis, en variable explicative, c'est assez basique. On a le temps qu'il fait et puis l'humidité qu'il y a dehors. Et en fait, on peut construire un arbre à partir de ça. Donc, l'idée, c'est que l'arbre, en fait, au début, part du jeu de données complet. Et en fait, la construction de l'arbre se fait de cette façon-là. C'est qu'à chaque fois, on va essayer de couper, de trouver la variable qui discrimine le plus
le jeu de données. Donc là, il s'avère, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, il s'avère que la variable ici qui discrimine le plus le jeu de données, c'est le fait d'avoir une humidité supérieure à 79 ou inférieure à 79. Donc on part d'un jeu de données complet avec 14 données, qui est composé de 9 non et de 5 oui. Et en fait, l'idée, c'est que quand on coupe selon la variable humidité supérieure à 79, c'est la variable qui permet le mieux de s'éloigner du ratio de base qui est 9 sur 14 non et 5 sur 14 oui. Et en effet, on voit que quand on coupe cette variable ici en deux, en fait, on a permis que le non, les 9 non se décident en 7 non à gauche et seulement 2 non à droite. Et les 5 sont 1 à gauche et 4 oui à droite. Et donc, en fait, on va couper le jeu de données comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir... Donc là, par exemple, c'est un arbre qui va jusqu'au bout. Donc là, en fait, quand on arrive aux nœuds terminaux, on a un jeu de données qui est pur, c'est-à-dire qui est soit constitué que de oui, soit que de non. Donc ça, c'est vraiment le concept d'un arbre de décision. Le souci, en fait, avec ces arbres, c'est qu'en fait, ils sont assez sensibles à des petits changements dans les données. Et donc, le moindre... imaginons ici qu'on rajoute 2-3 données, il se peut qu'en fait, l'arbre final change et du coup, l'ordre des variables change. Donc, ici par exemple, on avait d'abord l'humidité à 79, puis c'était le temps qui jouait. Et puis encore sur la fin, on redispatchait le jeu de données selon l'humidité. Il se peut que si on rajoute quelques données, ça change les résultats. Donc en fait, l'idée des forêts aléatoires, c'est de partir de ces arbres-là, mais en fait d'en générer plusieurs à partir de jeux de données assez différents. Et ensuite d'agréger les résultats de prédiction de ces différents arbres pour en faire, et en fait on s'intéresse à la prédiction de la forêt. Alors je voudrais pas, ma présentation va peut-être être un petit peu perturbante parce qu'en fait je ne vais pas expliquer pourquoi ça marche de faire ça, parce qu'en fait tout simplement, donc quelqu'un a dû trouver pourquoi ça marchait, mais il faut savoir que les forêts aléatoires sont assez performantes d'un point de vue prédiction, mais qu'en fait elles l'ont été sans théorie mathématique derrière, c'est-à-dire que ça marchait et en fait les théoriciens étaient incapables d'expliquer pourquoi ça marchait. Donc là, les mathématiciens sont en train de courir derrière les informaticiens pour essayer d'expliquer tout ça. Donc peut-être que je vais vous perturber avec mon explication, mais sachez que en fait ça marche. En fait, une forêt, comment ça marche? Une forêt aléatoire. Donc pourquoi forêt? Parce qu'en fait, elle va être constituée de plusieurs arbres, quelques centaines d'ailleurs. Et en fait, on va s'intéresser à l'ensemble des arbres et non pas à chacun des arbres. Et aléatoire, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une grosse notion d'aléatoire dans les forêts aléatoires. Ce qui va se passer, c'est que comme on veut... en fait, si tous les arbres se ressemblent, ça ne sert à rien de faire une forêt. Le concept de la forêt aléatoire, c'est de faire en sorte de générer plein d'arbres différents. Et pour ça, en fait, on va jouer sur deux leviers. Le premier, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va constituer un arbre, on ne va pas se servir de l'ensemble des données. On va se servir que d'une partie des données. Donc forcément, on aura des arbres différents du fait qu'ils n'ont pas été construits sur les mêmes données. Mais en plus, donc à chaque fois qu'on essaye de construire un arbre, on rajoute une contrainte supplémentaire qui fait que, en fait, à chaque dichotomie, donc quand l'arbre se coupe en deux, on n'aura pas, en fait, l'algorithme n'a pas le droit de se servir de toutes les variables explicatives qui existent. Il n'y en a qu'un sous-ensemble, en fait. Donc, ça rajoute encore plus d'aléatoire. De part, les données disponibles ne sont pas les mêmes d'un arbre à l'autre, et en plus, les variables explicatives ne sont pas les mêmes d'une dichotomie à l'autre. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour chaque arbre de la forêt, on part du jeu de données complet. On va tirer aléatoirement donc, des individus
au final, en moyenne, c'est à peu près 63% en fait, des individus différents. Et puis on va, que 63% des individus qui étaient là à la base. Et puis on va ajuster l'arbre sur ces données. Du coup, comme on ne s'est pas servi de toutes les données, il reste des données qui sont mises sur le côté. Ces données, c'est les données out of bag. Donc ce qu'on va appeler les échantillons out of bag. Donc ils n'ont pas du tout servi à la construction de l'arbre. En fait, ce qui va être fait, c'est que du coup, on va partir de l'arbre construit avec ces données et on va tester le pouvoir prédictif sur les autres données qui n'ont pas servi à construire la forêt. Et ça va l'arbre, pardon. Et ça va donner ce qu'on appelle l'erreur de prédiction out of bag. Et cette erreur de prédiction, donc, elle va être calculée pour l'ensemble des arbres. Et en fait, pour la forêt, on va avoir une agrégation de la prédiction de tous les arbres. Pourquoi je vous explique ça? En fait, c'est que la forêt aléatoire, de par sa nature, elle va déjà nous donner une première idée de sa qualité en fait, de prédiction. Et en fait, on va se servir donc du coup de ces données out of bag. L'idée, donc là, je reprends un peu cette erreur out of bag. L'idée, c'est qu'on laisse une partie des données sur le côté, donc c'est une donnée out of bag. On construit les arbres sur les jeux de données restants. On va tester l'arbre sur les données out of bag. Et puis, le décalage des valeurs prédites sur l'échantillon out of bag et les valeurs réelles, en fait, ça va nous donner une erreur de prédiction. Et en fait, c'est la moyenne. Donc, l'erreur de la forêt correspond à la moyenne des arbres. Ce concept-là, il va être très intéressant, vous verrez après, pour en fait calculer d'autres indicateurs qui sont intéressants quand on est en train d'essayer de faire de l'explicatif. Donc j'y reviendrai après sur pourquoi je vous ai expliqué un peu en détail cette notion d'erreur out of bag. Alors, les forêts aléatoires, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, on a des paramétrages qui sont possibles. Et généralement, quand on parle de méthodes de machine learning, notamment on parlait des réseaux de neurones là dans la vidéo, c'est des choses qui peuvent faire un peu... donc, alors, je réagis juste vite fait. Donc, out of bag, c'est un peu comme une validation croisée. Oui, c'est un peu la même idée, oui, exactement. Le paramétrage, il peut faire peur en fait. Sur certaines méthodes d'IA, on imagine des fois sur certaines méthodes où on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas la méthode, et puis alors pour les paramétrer, c'est hyper compliqué. Alors qu'en fait, pour la forêt aléatoire, c'est pas le cas. On a 5 critères sur lesquels on peut jouer. Et en fait, ces critères-là ne sont pas si compliqués que ça à imaginer, à conceptualiser. Donc, tout simplement, on a le nombre d'arbres dans la forêt. Je vous avais dit qu'on ne se servait pas de toutes les variables à chaque fois. Donc, c'est le nombre de variables dont on se sert à chaque fois. La taille des échantillons tirés aléatoirement. Est-ce que c'est avec ou sans remise? Et puis, la taille des nœuds terminaux, c'est peut-être un peu plus compliqué à concevoir. C'est surtout savoir si on va jusqu'au bout des arbres ou pas. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi dans la forêt aléatoire, c'est au-delà du fait qu'on comprend un peu le paramétrage, c'est qu'il y a des valeurs par défaut en fait qui ont l'air de marcher pas trop mal. En tout cas, en fait, une forêt aléatoire, c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc, je vous montrerai un exemple en code R. Et en fait, on a quand même des espèces de petites règles à faire. On n'a pas trop à tâtonner. Enfin, on peut tâtonner pour aller pour faire du perfectionnement, mais en fait, je dirais, allez, je me mouille, dans 80-85% des cas, utiliser les paramètres de base, ça marche déjà très bien. Donc, la caractéristique de la forêt aléatoire, c'est que donc on vient de l'expliquer, c'est que par contre, c'est un modèle boîte noire. Et en fait, ça a surtout été utilisé comme un modèle prédictif. Donc, je vous expliquais là, sa notion, on le voit même dans sa nature, hein, quand je vous expliquais l'erreur out of bag, des trucs comme ça, on voit vraiment que c'est un modèle qui est fait pour prédire à la base. Hein, en fait, on lui a demandé ça. Au début, les forêts aléatoires, le but, c'était de faire de la prédiction.
Et donc, l'idée, c'est d'essayer de chercher l'erreur, de minimiser l'erreur de prédiction et d'ajuster la forêt la plus performante. Mais en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est quand on a un modèle comme ça qui est peut-être très performant en prédiction, on aimerait en fait explorer, comprendre, expliquer, interpréter le contenu de la boîte. C'est peut-être aussi pour ça que ces modèles n'ont pas eu le vent en poupe tout de suite. C'est-à-dire que, ok, c'est cool, ça fait de la prédiction, mais comme on ne comprend pas ce qui se passe, tout le monde n'est pas très à l'aise avec cette notion-là. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est pouvoir expliquer en fait, le contenu de la boîte et pourquoi on veut avoir, par exemple, une idée de quelle variable à jouer. On imagine dans un modèle linéaire, par exemple, on a accès aux coefficients des variables, des choses comme ça. Ici, ce qu'on a envie de voir, c'est, moi, j'ai envie de savoir est-ce qu'il y a des variables plus importantes que d'autres, quels sont les effets des variables sur Y, ce genre de choses. Et en fait, bonne nouvelle, la forêt aléatoire permet d'avoir ce genre de réponse. En fait, on a accès à une variable qui est assez intéressante, qui est le calcul d'importance des variables. C'est là où je veux revenir à mon erreur out of bag de tout à l'heure. En fait, l'erreur out of bag, au final, la moyenne nous donne, on a déjà, entre guillemets, une espèce de valeur moyenne de la performance de la forêt. Et là, en fait, comment est calculée l'importance des variables? C'est assez malin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre une variable, on la dénature complètement, donc toutes les valeurs sont permutées dans tous les sens, ce qui fait que cette variable ne veut plus rien dire. Et on réajuste. Et en fait, avec cette variable qui ne veut plus rien dire, on regarde de comment l'erreur intrinsèque de la forêt a évolué. Et l'idée ici, c'est de se dire, plus la variable du coup, elle ne veut plus rien dire, plus ça a fait, le fait de dénaturer cette variable, ça a fait augmenter l'erreur, plus ça veut dire qu'elle était importante à la base. C'est comme ça qu'en fait, on va lire ce graphique-là. Donc ça, c'est un exemple pour un Y quantitatif. Donc c'est un modèle assez simple, on n'a mis que 3 variables. Ici, vous voyez, il est écrit pourcentage increase MSE. Donc en fait, on est en train de regarder quel est le pourcentage d'augmentation de la MSE, donc l'erreur, suite à la perturbation de la variable. Et en fait, ici, on voit par exemple que c'est la zone NAT, je ne sais même plus ce que c'est, la zone nationale, je crois, qui joue le plus. Voilà, la zone naturelle, merci Florent, qui joue le plus parce qu'en fait, c'est quand on a dénaturé cette variable qu'on a dégradé le plus la prédiction de la forêt, en fait. L'idée, alors après, ça marche pareil avec un Y qualitatif. Hein. Donc, par exemple, c'est juste que quand le Y, donc le Y, c'est la variable qu'on cherche à prédire, pardon. Quand il est qualitatif, on ne peut pas faire une erreur quantifiée comme ça. C'est plutôt un critère de bon classement. Et donc, l'idée, c'est que la variable... le graphique est à peu près la même tête, hein, mais c'est juste qu'on regarde plus, l'indicateur est pas exactement le même. Mais l'idée reste la même. Une autre sortie de la random forest qui est intéressante, c'est l'effet des variables. L'effet des variables, l'idée c'est de, en fait, ça va sortir ce qu'on appelle des partial plots, et l'idée c'est d'avoir des graphiques qui vont nous donner l'influence des valeurs des X, donc des variables explicatives, sur celles de Y, pour pour les... donc, je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. L'idée, c'est de regarder les variations d'une seule variable quand les valeurs et les valeurs de Y, en fait, elles sont moyennées pour toutes les autres valeurs des autres variables explicatives.
En fait, ça va créer une grille avec plusieurs valeurs possibles de toutes les variables explicatives et puis ça va, entre guillemets, du coup, regarder les variations pour une seule variable et ça moyenne toutes les autres valeurs possibles des autres variables. Donc, l'idée, c'est qu'ici, par exemple, on pourrait interpréter la part de SAU. Donc, ici, c'est le Y, la valeur de Y en fonction de la part de SAU. On peut se dire, bah, tiens, quand j'ai une part de SAU plus faible, bah, donc j'ai un bon Y, et puis hop, il chute ici entre 40 et 50, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour une variable quantitative, donc c'est peut-être plus simple sur la pluvio. En fait, là, on pourrait se dire, bah, tiens, en fonction de la pluvio, j'arrive un peu à avoir l'influence de la pluviométrie, de la valeur de la pluviométrie sur mon Y que je suis en train de regarder. Et donc, quand c'est une variable qualitative, en fait, on a accès à la valeur moyenne en fait, de la variable. Donc, ces indicateurs-là font qu'en fait, au-delà d'un bon... donc, je vais continuer avant de faire ma conclusion. Donc, ces indicateurs-là sont assez sympathiques pour essayer de, justement, on se dit, bon, bah tiens, c'est un modèle boîte noire, mais quand même, elle nous donne des informations. Au-delà de juste nous donner une valeur de prédiction, on se dit, bah tiens, il y a quand même d'autres choses. On a un peu l'impression de pouvoir quand même comprendre ce qui se passe derrière. Et donc, c'est assez séduisant. C'est d'autant plus séduisant qu'en fait, une forêt aléatoire, c'est très, très facile à mettre en œuvre sur R. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple. On a de mise en œuvre d'une forêt aléatoire avec 27 variables explicatives bon, qui sont appelées V1 à B7. En gros, vous mettez random forest Y en fonction de vos valeurs explicatives avec juste des plus. Hein, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec les interactions, ça va se gérer tout seul. Et puis c'est tout, quoi. Vous fermez la parenthèse. Là, on a mis quelques variables, donc ici par exemple le entry, c'est le nombre d'arbres, donc on a mis quelques paramètres, mais limite, même sans les paramètres, il prend les valeurs par défaut et il s'en sort. Et là, boum, vous avez votre forêt aléatoire qui tourne. Donc là, vous avez le résultat. Et puis, pour avoir importance des variables, eh ben, vous avez une ligne de code en plus et puis c'est tout. Donc pareil pour le Y-Cali, c'est assez simple. Et il y a, là ici, comme je vous disais, c'est des taux de bien classés. Donc tout ça pour dire qu'en fait, la random forest, c'est assez séduisant dans le cadre où on veut sortir de la prédiction et où on veut partir dans de l'explicatif. En fait, c'est un modèle boîte noire qui vient du domaine de la prédiction, mais qui, de par ses sorties, a l'air très séduisant pour essayer de comprendre les phénomènes. C'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à ces questions-là. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions. Je ne sais pas si je les traite maintenant ou si on attend, parce que juste derrière, en fait, on a Dorian qui va vous présenter un cas concret. Et donc, je pense que c'est plus intéressant si elle fait sa présentation et qu'après, on revient sur les questions, parce que sûrement, avec le traitement du cas concret, vous allez avoir certaines réponses à vos questions. Dorian, c'est à toi, du coup. Oui, alors je vais enchaîner. Ok. Je vais juste présenter, trouver mon topo. Voilà. Du coup, c'est bon? Vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et pas de souci, vous m'entendez bien. Donc, du coup, je vais enchaîner directement avec la présentation d'Emmanuel. L'objectif de cette présentation, c'est donc de voir un exemple concret de mise en application des forêts aléatoires, donc dans le cadre d'un exemple. Et alors là, l'objectif de cette présentation, c'est pas de tirer des conclusions vraiment sur cet exemple, mais c'est surtout d'utiliser cet exemple pour présenter finalement des questionnements qu'on a pu avoir vis-à-vis de l'utilisation de la forêt aléatoire quand elle est utilisée dans un but explicatif. Voilà.
Donc du coup, pour cet exemple, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est caractériser et comparer l'effet de différents facteurs. Donc cet effet, on cherche à le caractériser sur le rendement du blé tendre dans le cadre d'un système raisonné en Île-de-France. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on part de données qui sont des données issues d'essais, donc des essais qu'on a appelés donc, dans les fermes de Boigneville. Et donc, en fait, dans ces essais, on a différents facteurs qui peuvent varier. Et en fait, on essaye de voir justement dans quelle mesure on peut peut-être hiérarchiser l'importance des facteurs sur le rendement qui est obtenu dans ces différentes situations. Alors, le jeu de données dont on disposait n'était pas forcément très conséquent. Alors, c'est des essais quand même qui ont été conduits sur une très longue période, vu que c'est des essais qui sont conduits sur 24 années, entre 1990 et 2013. Mais finalement, si on s'intéresse que au système dans notre étude, donc c'est-à-dire le système de culture raisonné, on n'a que 52 points d'essai, mais on se dit, voilà, on va étudier ce jeu de données-là. Et donc, je précise bien qu'on est situé dans le cadre d'un système raisonné, c'est-à-dire que là, on a sélectionné parmi ces essais de ferme de Boigneville les systèmes qui sont conduits pour maximiser donc, la marge brute. Donc là, l'objectif, c'est finalement d'utiliser les forêts aléatoires pour chercher à voir si on peut comparer l'expertise qu'on peut avoir sur les différents facteurs à finalement ce que la forêt aléatoire peut nous donner comme résultat et en termes d'explication du rendement. Donc, comme je l'ai dit, la variable qu'on cherche à expliquer, c'est le rendement. Et donc là, vous avez la distribution des rendements observés sur les données qu'on étudie. Et les différents facteurs qu'on étudie et donc qu'on va mettre en œuvre dans la forêt aléatoire, donc qui sont listés ici. Donc, on a tout d'abord la variable année, en fait, qui est finalement pas un facteur étudié, mais plus subi, quoi. Donc, qui est traité comme une variable qualitative. On a la variable ntot qui correspond à la quantité d'azote totale qui a été apportée. Une variable qui s'appelle donc écart épandage 20 mm, donc comme ça c'est pas très parlant, et c'est une variable quantitative, et en fait ça correspond au nombre de jours qu'il y a eu entre l'apport d'azote et le cumul de 20 mm de pluie, parce qu'on considère que pour valoriser un apport d'azote, il faut environ qu'il y ait 15-20 mm de pluie dans les jours qui suivent, souvent on parle peut-être dans les 15 jours qui suivent l'apport. Ensuite, on a des variables qui concernent les IFT, qui ont été mises en œuvre sur les différentes parcelles. Donc, l'IFT fongicide, l'IFT herbicide, l'IFT insecticide. Ensuite, on a la variable précocité à épiaison. Donc là, qui correspond à une caractéristique variétale, une note variétale de précocité à épiaison. On avait l'effet du précédent cultural. L'effet aussi de la profondeur de sol, donc là qui était par contre en variable qualitative en classe, on avait deux classes, soit on était en sol superficiel, soit en sol moyennement profond. Et la dernière variable qui est la satisfaction des herbages, et là qui était plus une note d'appréciation visuelle, il me semble, donc pour qualifier si finalement au niveau des herbages on était satisfait ou non. Et donc là, on va voir comment on peut se servir des forêts aléatoires pour se questionner et voir si finalement la méthode semble faire ressortir des choses auxquelles on s'attendait. Donc, quand on discutait avec les personnes qui ont travaillé sur ces essais, donc qui savent comment ils se sont conduits, on a essayé de leur demander avant qu'est-ce qu'ils pensaient, eux, a priori, quels seraient les facteurs qui sortiraient les plus importants. Et alors là, qu'est-ce qu'on nous a répondu? On nous a dit qu'on s'attendait à avoir comme résultat que notamment l'effet année était prépondérant sur le rendement dans ces essais, que sans doute on s'attendait à avoir un effet important ensuite en deuxième position de la profondeur du sol, et en troisième position d'un effet de l'apport d'azote, notamment parce que lors de la conduite des essais, il avait été remarqué que
quand on avait parfois sous-estimé un peu l'apport d'azote dans certaines situations, et du coup on s'attend à retrouver cet effet que lorsqu'on n'a pas mis beaucoup d'azote, forcément le rendement serait réduit. Donc ça, c'était nos a priori en fait qu'on avait un peu avant de lancer l'analyse. Et donc voilà, donc là je revenais juste sur l'objectif, donc c'est bien ça, c'est de comparer finalement à nos a priori ce qu'on va pouvoir sortir avec la méthode des forêts aléatoires. Et alors petite nuance, on a ajouté des variables de bruit blanc dans l'analyse. Alors on en a ajouté 6, et en fait ces variables, ça correspond en fait à des variables qualitatives aléatoires qui sont simulées avec des nombres de modalités différentes. Donc on a simulé entre 2 et 18 selon les bruits ajoutés. Et en fait, elles servent juste finalement à comment va se comporter la forêt aléatoire face à des variables qui sont sûres, non causales, non explicatives du phénomène étudié, quoi. On va voir si ces variables-là, l'objectif c'est de les tester et de voir si la forêt aléatoire va bien remarquer que ces variables ne sortent pas, n'expliquent pas le rendement. Voilà. Et donc là, pour revenir à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, donc là, il y a la ligne de code qui a servi pour faire cette analyse. Donc en effet, c'est très rapide à faire. Et alors, donc, quand on regarde les résultats, donc là, on a le graphique d'importance des variables qui est sorti de la forêt aléatoire. Donc, comment la forêt aléatoire a classé les variables. Donc déjà, on voit qu'elle a réussi à expliquer 35% de la variance observée. Donc quand même, on a quand même une large part qui n'est pas expliquée, hein, de la variabilité. Mais quand on regarde le classement des variables, donc ça c'est le genre de graphique comme on a pu voir tout à l'heure avec Emmanuel, donc on observe la première variable qui sort, c'est en effet, comme on s'y attendait, la variable année, qui semble avoir un effet vraiment prépondérant quand on regarde l'échelle d'importance des variables ici. Ensuite, on trouve en deuxième variable la plus importante l'IFT fongicide. Donc ça, on y reviendra, mais ce n'était pas forcément quelque chose auquel on s'attendait. Et ensuite, on retrouve des variables liées à l'azote, donc justement l'écart épandage 20 mm et puis la quantité totale d'azote. Et finalement, quand on regarde l'ensemble des autres variables, donc là, la ligne noire que vous pouvez voir, c'est l'importance nulle. Donc finalement, on voit que les autres facteurs, ils sont très proches d'une importance nulle, donc ils ont été évalués par le modèle comme ayant très peu d'importance sur les sorties. Et notamment, on voit que les variables de bruit sortent avec une importance globalement nulle, mais parfois supérieure à certains facteurs dont on pouvait penser qu'ils étaient quand même importants, comme par exemple la profondeur du sol. Voilà. Donc si on rentre un peu plus dans les détails, donc par exemple, si on considère l'effet année, donc qui était un effet qu'on observe, que la forêt aléatoire identifie comme étant prépondérant et qu'on s'y attendait en effet a priori. Donc là, vous voyez des effets de partial plot, comme a pu présenter Emmanuel tout à l'heure, donc pour une variable qualitative. Donc en abscisse, vous avez les différentes modalités de la variable, donc les différentes années qu'on avait. Et puis, en ordonnée, l'effet rendement estimé par le modèle, quoi. Donc ce qui est un peu voilà, lien dans la boîte noire. Et donc, on voit en effet qu'on peut voir l'impact individuel de chaque année sur le rendement estimé par le modèle. Et donc là, face à ces situations, habituellement, donc là, on demande aux experts d'interpréter qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous paraît logique? Bon, ben oui, on peut trouver des liens, par exemple, 2003, on voit qu'il y a l'air d'avoir un rendement plus faible, on se dit oui, c'est une période de canicule, ça paraît logique, enfin tout ça, on peut discuter à partir de ces sorties, essayer de voir si c'est différent ou pas par rapport à nos a priori, et voilà. Donc si on regarde d'autres effets auxquels on s'attendait, donc par exemple là donc c'est des variables qui étaient cette fois-ci quantitatives, donc si on voit l'effet de la valorisation de l'azote par les pluies, donc c'était la variable écart épandage 20 mm. Donc si on regarde la forme de la courbe, on voit que finalement le rendement estimé diminue lorsque on a eu un grand nombre de jours qui s'est écoulé entre le moment où on a eu l'apport et puis le moment où on a pu avoir les 20 mm de pluie nécessaires pour valoriser l'azote, quoi. Donc ça, également, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Et quand on regarde l'effet de la quantité d'azote apportée, on voit aussi que finalement, quand on n'apporte pas beaucoup d'azote, on a un rendement moindre que quand on apporte une plus grande quantité. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on atteint quand même un plateau. Donc ça, voilà, ça paraît quand même plutôt logique quand on discute avec les experts, voilà.
Mais alors après, par contre, il y a quand même certains effets qu'on n'observe pas, en tout cas, avec les forêts aléatoires qui ne ressortent pas, alors qu'on s'y attendait, a priori, on s'attendait à observer ces effets, là, qui ne ressortent pas avec la forêt aléatoire. Donc c'est notamment l'effet d'interaction entre la quantité d'azote apportée et la pluie. Donc là, ce graphique, c'est pas forcément évident à interpréter comme ça, c'est en 3 dimensions, pour visualiser des effets d'interaction sur le rendement. Donc là, on regarde l'interaction entre la quantité totale d'azote apportée et notre variable écart en nombre de jours entre le moment de l'apport de l'azote et puis le moment où on a eu 20 mm de pluie. Et du coup, en H, ici, vous avez l'effet sur le rendement. Et donc là, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'on n'a pas justement d'interaction apparente entre ces variables qui apparaissent, dans le sens où nous, on s'attendait à trouver une relation que l'effet de l'azote sur le rendement ne pouvait pas s'exprimer lorsque finalement il n'y a pas eu assez de pluie pour valoriser ces quantités d'azote. Donc en fait, nous, on s'attendait à ce qu'à cet endroit-là de la courbe, donc c'est-à-dire lorsque on n'a pas eu assez de pluie après un apport d'azote, finalement, quelle que soit la quantité d'azote qu'on mette, ça n'ait pas d'effet sur le rendement, vu que de toute façon, cet azote ne peut pas être valorisé, donc quelle que soit la quantité, ça ne devrait pas avoir d'effet sur le rendement, ça c'est ce qu'on s'attendait. Mais là, on voit qu'il y a quand même une tendance qui est modélisée par le modèle, alors que nous, on s'attendait ici à vraiment qu'il n'y ait pas d'effet. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a interrogés. Et finalement, quand on regarde la distribution des données, on pense que cet effet-là, enfin justement qu'on ne retrouve pas, est sans doute dû en fait à la distribution des données, parce que finalement, quand on regarde la distribution des données, on avait très peu de cas où on avait une quantité d'azote, enfin on n'avait même pas du tout, on a apporté une grande quantité d'azote et où on a eu un grand nombre de jours entre le moment où on a apporté l'azote et les 20 mm de pluie. En fait, les données où on a eu des apports de pluie vraiment trop tardifs par rapport à l'azote, il y a très peu de points, ils ne sont pas bien répartis équitablement. Donc c'est sans doute pour ça que ça n'a pas pu être vu par la méthode. Donc ensuite, un autre effet qu'on n'a pas observé alors qu'on s'y attendait a priori, c'est notamment la profondeur du sol. Donc là, on voit que le modèle n'estime pas d'effet de la profondeur du sol sur le rendement, alors que c'était quelque chose qu'on pensait qui allait être prépondérant. Ensuite, on observe aussi certains effets dont on ne s'attendait pas forcément a priori. Donc notamment l'effet de l'IFT fongicide. Donc quand on regarde le graphique ici, on voit que on a l'impression que le rendement estimé par le modèle augmente lorsqu'on augmente l'IFT fongicide. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas forcément, parce que, étant donné qu'on est en système raisonné, on s'attendait qu'il y ait plutôt une indépendance entre l'IFT fongicide et le rendement. Parce que, notamment en système raisonné, finalement, on va avoir un IFT fort lorsque la pression maladie est forte, et puis un IFT plus faible lorsque le risque maladie est plus faible. Et donc finalement, le recours à un IFT plus élevé, ça permet surtout juste de compenser les pertes de rendement qui sont liées aux maladies, mais ça ne permet pas en soi d'atteindre des niveaux de rendement plus élevés en absolu. Il n'y a pas de raison. Donc nous, on s'attendait plutôt à avoir pas d'effet de l'IFT fongicide sur le rendement. Donc là, on peut avoir des hypothèses, on peut se dire peut-être que dans les conditions de l'essai, il y a eu des cas où la protection fongicide est sous-estimée, ce qui peut expliquer ça, mais on verra qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça, notamment des biais. Donc ça, on y reviendra dessus plus tard dans une présentation de François après, on reviendra sur cet exemple. Et donc là, on a un exemple d'effet aussi, donc on trouve aussi des effets finalement auxquels on ne s'attendait pas et que finalement la forêt aléatoire, en effet, ne les a pas retrouvés. Donc là, on était en accord, donc notamment l'effet de la satisfaction des herbages. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'effet sur le rendement et finalement, les experts nous disaient oui, mais ça, c'est plutôt logique parce qu'on s'attend que quand on a une satisfaction des herbages qui a une note au-dessus de 5, on n'a pas d'impact direct sur le rendement de l'année. Par contre, pour des notes entre 5 et 7, on peut avoir un impact futur pour les prochaines campagnes sur le rendement, mais pas d'impact sur le rendement de l'année en question. Donc finalement, ça paraît plutôt logique. Et une autre variable, par exemple, un des bruits qu'on avait vu, là, on voit aussi en effet que le modèle, il n'estime pas d'effet de cette variable de bruit. Donc ça, on est plutôt content. On s'attendait en effet à ne pas en trouver.
Et donc là, après, je souligne juste que des fois, il faut faire aussi attention à la distribution des données et aux surinterprétations avec ce genre de graphique qui peut donner lieu en fait à avoir envie d'interpréter chaque chose qu'on voit et qui sont parfois, qu'il faut parfois faire assez attention et notamment regarder la distribution des données. Donc si on regarde l'effet du précédent culturel ici, donc on a les différents précédents culturaux et on voit que des fois on a des effets de décrochage où on peut se dire ah bah du coup on a l'impression que finalement quand on a de la févrole de printemps en précédent on a un rendement moindre ou quand on a du pois d'hiver par exemple. Et c'est là où il faut quand même être assez méfiant et voir dans la distribution des données, finalement ces points, il y avait très peu de données qui les concernaient. Donc là on n'avait qu'un seul point, une année où justement le rendement était mauvais pour la févrole de printemps. Donc vraiment faire très attention à ces effets. Et pareil pour le pois d'hiver, on avait seulement 3 points. Et ensuite si je reviens sur une variable de bruit, donc une variable de bruit blanc qui pourtant avait bien été identifiée par les permutations, comme l'a expliqué Manuel plus tôt, comme pas influente sur le rendement. Donc ça, c'est ce qu'on a identifié avec le premier graphique. Mais quand on regarde ce graphique-là plus en détail, on peut on a plutôt envie de dire, ah ben si, il y a l'air d'avoir un effet, et puis notamment la modalité 14 de bruit, là, on a l'impression que ça tend vers un rendement plus faible, quoi. Donc là, faire aussi très attention, donc là aussi c'est sans doute lié à un seul point, mais même la variabilité globale, ça sert à rien d'essayer de l'interpréter parce que de toute façon, on a remarqué dans l'importance des variables que finalement cette variable-là de bruit blanc n'a pas d'impact. Ouais, donc ne pas essayer d'interpréter à tout prix tous les partial plots, c'est-à-dire qu'on peut générer des partial plots pour toutes les variables qu'on a entrées dans le modèle, mais on peut les générer, ces graphes, mais il ne faut pas forcément tous les interpréter, quoi. Se focaliser sur ceux dont on avait l'impression que l'importance était considérable. Voilà. Donc, en bilan de ce petit exemple, nous, ce qu'on voyait, suite à ce genre de remarques qu'on peut faire suite à l'interprétation des résultats de la forêt aléatoire, c'est d'essayer de se méfier de l'interprétation causale qu'on peut faire des effets des variables à partir des sorties de la forêt aléatoire, qui forcément nous donnent envie d'interpréter et d'essayer de tirer des conclusions hâtives. Mais notamment, le fait d'utiliser une méthode de forêt aléatoire ne dispense pas d'une analyse préalable des données fines, et notamment faire attention à la taille de l'échantillon, c'est-à-dire qu'ici on avait quand même assez peu de données, très peu de données pour ce genre de méthodes qui sont plutôt vouées à être utilisées sur de très gros volumes de jeux de données. Attention à la distribution des données, attention aussi à l'interprétation causale des effets, et qui est toujours à confronter avec l'expertise. Et finalement, si on fait un peu le bilan de ce qu'on a retrouvé dans cet exemple, c'est que finalement, on a retrouvé des relations auxquelles on s'attendait, notamment l'effet année, l'effet azote. On a retrouvé aussi des relations auxquelles on ne s'attendait pas, donc, notamment l'effet de l'IFT. On n'a pas retrouvé des relations auxquelles pourtant on s'attendait, l'interaction notamment entre l'azote et puis la durée qu'il y a eu avant l'apport de pluie, enfin avant la pluie. Et on a aussi eu le cas où finalement on n'a pas retrouvé certaines relations auxquelles on ne s'attendait pas, donc par exemple les bruits blancs. Voilà, donc moi j'en ai fini pour cette intervention. Florent, de faire une petite conclusion d'avantages et inconvénients. Voilà. Et après, on répondra aux nombreuses questions. Donc, petite sur ce que l'on a vu depuis tout à l'heure avec l'introduction sur les méthodes d'intelligence artificielle dont les forêts aléatoires font partie. Voilà, alors je vais commencer tout d'abord par ce que je considère comme étant plutôt des on constate que les forêts aléatoires, c'est quand même une méthode d'intelligence artificielle qui est très utilisée, essentiellement dans un but prédictif. En fait, on va construire un modèle de forêt aléatoire en vue de prédire des nouveaux individus, des nouvelles situations. Alors, on a vu sur l'exemple que c'est quand même une méthode qui est très facile à mettre en œuvre. Le paramétrage est simple. On a simplement à mettre dans le modèle la liste des variables que l'on veut utiliser. On n'a pas besoin de spécifier des interactions si on pense qu'il y en a. On n'a pas besoin de spécifier des non-linéarités s'il y en a. En fait, c'est la méthode, c'est l'algorithme qui va gérer ça tout seul.
Les temps de calcul sont quand même tout à fait acceptables, alors qu'on aurait pu penser sur un plan purement théorique que, étant donné que c'est très computationnel, on a l'impression que vraiment il y a beaucoup de calculs qui sont effectués, que ça prenne un temps fou. En fait, c'est pas du tout le cas. Alors bon, je ne dis pas sur des très très gros jeux de données avec beaucoup de variables, c'est certainement plusieurs minutes, voire plusieurs heures de calcul, mais sur des jeux de données de quelques centaines d'individus et quelques dizaines de variables, c'est proche de l'instantané. Donc, pas de modèle théorique a priori, c'est ce que je disais, on n'a pas besoin de savoir s'il y a des interactions ou pas entre les variables explicatives, s'il y a des non-linéarités ou pas. On a juste besoin de mettre la liste des variables qui potentiellement nous intéressent. Alors, ces algorithmes sont disponibles dans de nombreux logiciels. Je peux citer R, Python, mais il y en a probablement plein d'autres également. C'est une méthode qui digère très bien les variables qualitatives, quantitatives, en petite ou en grande quantité, peu importe la proportion de quali et de quanti. On peut faire que du quali, que du quanti. Voilà. Puis Emmanuel vous a montré ce qu'était un arbre de décision, un arbre de segmentation. La forêt aléatoire essaye de généraliser cette notion d'arbre de décision dans le but de gagner en stabilité. C'est vendu comme ça en tout cas. Voilà, puis de plus en plus aujourd'hui, on dispose d'outils complémentaires pour essayer de mieux comprendre, en tout cas de mieux explorer ce qu'est ce modèle de forêt aléatoire, que ce soit des outils de calcul ou des outils plutôt graphiques. Bon, alors si je parle des atouts, c'est qu'à un moment donné, je vais évoquer des limites. On peut se demander s'il n'y a pas quelques loups dans les forêts. Alors c'est vrai que une fois qu'on a un résultat de modèle de forêt aléatoire, on se dit c'est très bien, j'ai construit mon modèle, il est ce qu'il est, il a atteint les objectifs. Bon, ça reste malgré tout ce qu'on appelle un modèle qui n'est pas transportable, pas transposable. Si on devait réécrire ce modèle dans un autre langage de programmation, je sais pas moi, dans une chaîne de traitement d'information, eh bien voilà, on n'a pas quelque chose de tout fait, on n'a pas un modèle comme régression linéaire multiple, où on a l'intercept plus le coefficient de chaque variable, et qu'on peut réécrire très facilement. Voilà. Donc ça, c'est quand même une des limites. Alors on a vanté comme atout le fait que c'est très facile d'utilisation, parce qu'en fait, ça, on ne le sait pas forcément lorsqu'on utilise pour la première fois cette méthode. Il y a un paramétrage par défaut qui est effectué pour les hyperparamètres, à savoir le nombre d'arbres, le nombre de variables choisies à chaque dichotomie, etc., etc. Donc on se dit, le paramétrage qui a été choisi par défaut, il a peut-être été optimisé quand même. Alors est-ce qu'il est optimisé ou optimal pour tout type de problème, tout type d'échantillon, de taille d'échantillon, nombre de variables? Bon, ça c'est peut-être plutôt une question. En tout cas, il n'est peut-être pas toujours satisfaisant. Du coup, quand c'est le cas, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'empirisme? Voilà, c'est peut-être une question qu'on est en droit de se poser. Et ça reste donc, troisième point, malgré tout, une méthode qu'on qualifie de black box, une boîte noire, parce que il y a plein de calculs qui sont effectués, et puis on a mis des choses en entrée, on regarde la sortie nous plaît bien, mais entre les deux, entre la connexion des différentes entrées et puis la sortie, ça reste un peu black box, donc boîte noire. Et il y a quand même de très nombreux chantiers qui sont faits pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette boîte noire. On parle de dégrisage des boîtes noires, que ce soit la forêt aléatoire ou tout type d'autres méthodes de machine learning, un petit peu boîte noire. Donc on essaie de mieux visualiser, de mieux dans cette boîte. Alors, quelques questions qui ne sont certainement pas exhaustives, mais en tout cas qu'on a pu voir à travers les exposés qui ont précédé, c'est comment les variables X, les variables explicatives, agissent ou pas sur la sortie, sur la variable Y. Est-ce qu'elles agissent seules, à plusieurs, donc à plusieurs sous forme d'interaction, par exemple. Que vaut également la forêt, la qualité de la forêt, je dirais, si quand on cherche à prédire une variable Y binaire, donc qui possède deux catégories ou deux classes, et si l'une des deux catégories est très très peu représentée.
Parce que, bon, je le rappelle, hein, comme on prend des échantillons tirés de manière aléatoire dans le jeu de données de départ pour construire la forêt, eh bien, il se peut que l'une des deux classes soit très très peu, voire pas du tout représentée. Si dès le départ, il y en a très peu d'individus. Après, la stabilité des forêts, c'est vrai que c'est censé être un atout des forêts, mais est-ce que cette stabilité n'est pas quand même remise en cause quand on utilise des très très petits échantillons? C'est vrai que si on a 50 individus, voire moins, 30, bon, la forêt aléatoire, ça va tourner, hein, l'algorithme va fonctionner, vous allez avoir un résultat, mais est-ce qu'on est encore dans une situation de stabilité? Voilà. Et, plus généralement, est-ce que c'est encore des tailles d'échantillons pour lesquelles cette méthode ou d'autres est encore utilisable? Bon, actuellement, hein, si on regarde la littérature, il y a beaucoup d'études hein, qui essayent d'en savoir un peu plus. Alors au départ, c'est plutôt de l'empirisme. Enfin, je dirais que c'est une méthode computationnelle qui a montré de très grandes qualités de prédiction en particulier. Et aujourd'hui, on essaye d'y mettre un peu plus de théorie mathématique dans le but donc de comprendre, d'expliquer. Alors, bon, comprendre, c'est un premier sens qu'on peut essayer de donner à ce terme-là. En fait, bon, nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, on est fiers quand il y a une théorie nouvelle qui peut s'appliquer, une théorie mathématique nouvelle qui peut s'appliquer aux forêts aléatoires. Mais en tout cas, d'un point de vue utilisateur, comprendre, c'est aussi se dire, ben voilà, quand on a une sortie qui vaut autant, eh bien, par quel levier on a eu cette prédiction? Et donc c'est en ces termes-là qu'on essaye de savoir si la forêt peut servir à expliquer, en fait, à expliquer le phénomène biologique en question. Donc c'est pour ça que on peut essayer de partir de données simulées et de savoir si la forêt est tout à fait capable ou pas de retrouver les bonnes variables qui ont été simulées au départ. Et puis de ne pas sélectionner le bruit qui, lui, n'est pas du tout explicatif du phénomène en question. Donc c'est les fameux bruits blancs que Dorian a évoqués juste avant. Voilà, alors aujourd'hui, bon, pour aller un peu plus loin et rebrancher par rapport à l'introduction sur l'intelligence artificielle, on parle également de XAI, hein, l'Explainability Artificial Intelligence, hein, ou d'interprétability. Donc il y a vraiment aujourd'hui de très très nombreux articles qui proposent des méthodes, donc soit des calculs, soit des graphiques, globaux, c'est-à-dire pour l'ensemble de la forêt, ou locaux, c'est-à-dire sur une partie seulement de la forêt. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'articles très récents qui ne s'appliquent pas uniquement à la forêt aléatoire, mais vous voyez sur globalement les méthodes d'intelligence artificielle, où on essaye d'y voir un peu plus clair à l'intérieur de ces fameuses black box. Donc ça, c'est l'article Peeking Inside the Black Box. Après, Survey of Method pour expliquer donc les modèles de Black Box, hein, les modèles de type boîte noire. Et puis, je crois que je vais terminer avec cette diapositive-là. Donc, un panorama de différents packages ER. En Python, je pense qu'il y a également tout un tas de possibilités. Et puis assez récemment, donc, un article qui fait le recensement des différents recensements qui ont déjà été faits pour essayer d'interpréter les méthodes de machine learning. Voilà pour donc cette petite conclusion sur cet épisode numéro 3 sur les forêts aléatoires contre-attaque. Donc, je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour d'éventuelles questions.